Voici tout ce qu'il reste de Toretsk. Des immeubles calcinés, criblés d'impacts. Des quartiers et des avenues dont les lignes sont brouillées par les destructions. C'est à partir de plusieurs milliers ou de dizaines de milliers d'obus, oui, on a sensiblement le même effet qu'une petite arme nucléaire. Là, typiquement, c'est l'artillerie russe qui détruit les villes. Et tout le long de la ligne de front, vous avez une bande comme ça de quelques kilomètres de part et d'autre du front, surtout du côté ukrainien, qui est lunaire. Les images de cette cité minière rappellent celles de Bakhmout et de Mariupol, deux villes déjà tombées aux mains des Russes. Avant de basculer au cœur des combats, Toretsk comptait près de 30 000 habitants. Ceux qui restent vivent désormais terrés dans les sous-sols. D'après la presse ukrainienne, ces derniers jours, 3 civils auraient été abattus dans leur appartement par l'armée russe. Cette dernière a réussi à s'emparer de l'est de la ville. Pourtant, fin mai, elle se trouvait encore à quelques kilomètres. Oh, regarde. Il y en a 2 là. Ils s'enfuient. C'est à Toretsk, dans un quartier résidentiel, que nous avions rencontré ces dronistes ukrainiens. Depuis leur position, ils traquaient l'ennemi. Ils ont quitté des positions qu'ils occupaient depuis 10 ans et ont commencé à en construire de nouvelles. Si leur avancée vers Stassiviar est bloquée, il y a des chances qu'ils commencent à mener l'assaut dans notre direction. Un sentiment prémonitoire. Aujourd'hui, les Ukrainiens se battent pour conserver des ruines. La ville est un point haut. La perdre risquerait d'affaiblir un peu plus les dernières défenses du Donbass. Colonel, même avec l'évolution de la guerre dont vous nous avez parlé, on n'échappera jamais à ce genre de destruction? Alors jamais, je n'en suis pas sûr. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle le RAP-feu, le rapport au feu entre l'Ukraine et la Russie est totalement en faveur de la Russie. Oui. Quasiment 5 obus pour un obus ukrainien, pour toute une série de raisons. Globalement, c'est que l'Europe n'a pas été capable de fournir le nombre d'obus nécessaires. Alors toute la machine industrielle russe fonctionne, évidemment renforcée par la machine industrielle nord-coréenne. Donc le RAP-feu est énorme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Russes sont plutôt là dans leur zone de confort. Ça a toujours été ça. Rappelons-nous les images de la Deuxième Guerre mondiale à Stalingrad. Ça a toujours été la même chose. Ils vont aligner les canons sur un canon tous les 50 mètres. Ils ont fait la même chose en Syrie. Et puis voilà, ils partent de la même chose. Donc là, on parle de Mariupol, etc. Mais rappelez-vous de Grozny, rappelez-vous d'Alep. Donc chaque fois, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le feu économise les hommes. Que vous avez une espèce de mur de feu qui avance, et donc on économise l'infanterie, les fantassins, les blindés, parce que l'artillerie a tout détruit. Le problème, c'est les dégâts que ça fait. Les villes, c'est plus des villes, c'est des. Vous savez, une bombe d'1 kilotonne nucléaire, c'est 1000 tonnes de TNT. Ça fait combien? Ça fait en gros 2000 bombes ou 2000 obus. C'est à peu près ça. Je fais à la louche. Donc en fait, c'est ça qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est comme une explosion nucléaire. Une explosion nucléaire, de toute façon, c'est du TNT quelque part. Ah ouais. Bah oui, c'est sûr. C'est la même chose. Alors, vous disiez le rapport de force est effectivement en large faveur des Russes. Aujourd'hui, il y a un homme qui voudrait que ça change. Cet homme, c'est Oleksandr Syrsky, le commandant en chef ukrainien. Pour lui, plus question d'être en position défensive. Regardez, la victoire est impossible si les forces armées ne travaillent que sur la défensive. Nous devons prendre l'initiative et contre-attaquer. Nous l'avons fait et nous le ferons. Où et quand, ça vous le verrez un peu plus tard. Il n'a pas encore donné de détails. Mais il faut repasser à l'offensive, dit-il. Qu'en pensent les soldats ukrainiens? On rejoint notre journaliste sur place, Solène Rioux, bonjour. Que vous disent-ils, les soldats? Ils sont prêts à repartir à l'offensive ou pas? Alors certains oui, mais pas tous. Vous savez, le niveau du moral des soldats ukrainiens n'est pas le même dans tous les bataillons. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une fatigue générale, alors qu'on va entrer dans le 3e hiver de guerre qui s'annonce comme étant le plus difficile, le plus froid depuis le début de la guerre. Avec Pauline Normand qui est derrière la caméra, on a passé plusieurs hivers en Ukraine et on peut témoigner de la difficulté de combattre l'hiver. Vous avez évidemment le danger d'une guerre, mais il y a aussi toute la partie de l'inconfort. Alors vous avez les membres gelés, il y a des souris, des rats qui viennent grignoter vos provisions, c'est extrêmement compliqué. Et donc aborder un 3e hiver comme ça, il y a certes la fatigue, mais ça se transforme presque en épuisement. Il y a un officier de la 65e qui combat en ligne 0 au sud de Zaporijjia qui nous disait hier, vous savez, aujourd'hui on a même cru qu'on ne sortirait pas vivant des positions. Et avec l'épuisement, c'est encore plus compliqué aujourd'hui qu'il y a quelques mois. On nous raconte aussi que même parmi les plus aguerris, même parmi les plus motivés sur le front, il y a vraiment une lassitude qui est en train de s'installer. Alors, faut
Quand on parle de repartir à l'assaut, évidemment, ça semble difficile, mais il ne faut pas oublier qu'il y a cette résilience ukrainienne et que depuis 3 ans, les Ukrainiens ne cessent de nous étonner. Alors, pourquoi pas, en effet, donner un dernier coup de collier sur le front, alors qu'ils sont conscients qu'aujourd'hui, on va rentrer très probablement dans une phase de négociation. Effectivement, c'est un argument. Merci beaucoup, Solène, avec Pauline. Donc, Pauline Lormand pour les images en direct de Kiev. Magali, si ça vous paraît réaliste, dans l'état actuel des choses? Le problème, il y a 2 problèmes qui se posent. C'est avec qui les Ukrainiens repartent à l'assaut, avec quels hommes, parce qu'on voit quand même cette difficulté aussi de mobiliser avec ces jeunes qui essayent d'échapper. Et ils sont de plus en plus nombreux aussi au fait d'aller sur le front. Avec quelles armes? Il est certain que l'Ukraine est extrêmement dépendante de l'aide américaine, de l'aide européenne. Est-ce que véritablement Donald Trump donnerait son aval ou non? On peut aussi émettre certains doutes. Moi, je me demande si cette déclaration de Syrski, c'est pas une façon de vouloir expliquer au reste du monde que les Ukrainiens peuvent encore faire des choses et ça vaut le coup, donc ça vaudrait le coup de les soutenir encore pour peut-être justement le dernier coup de collier, comme le dit Solène. Il y a certainement aussi un peu de communication dans cette espèce de façon de défier encore à nouveau la Russie. Après, il est certain que l'Ukraine a surpris, notamment en août, quand elle est partie à l'assaut de Koursk et a réussi à quand même prendre et à garder aujourd'hui une petite poche de territoire sur le sol russe. Donc c'est peut-être ce genre de scénario un peu coup de poing, d'assaut surprise qu'il envisage. Mais aujourd'hui, la situation quand même sur le front est très très difficile et les Ukrainiens sont obligés d'être en défensive parce que la Russie pousse et accélère en plus son grignotage. C'est quand même les informations qui nous remontent du terrain de ces dernières semaines. Ils grignotent plus de territoire qu'ils le faisaient le mois dernier, beaucoup plus vite, grâce notamment à ces bombes planantes dont on voit le résultat dans ces images que l'on voit avec ces villes qui sont complètement rasées. Juste, Vera Grantseva, c'est un message qui est envoyé là? Oui, c'est un message qui peut être aussi efficace. Il ne faut pas sous-estimer, à mon avis, parce qu'effectivement, on a vu déjà l'Ukraine faire une contre-offensive en Russie. Et bon, effectivement, ça n'a pas changé la donne complètement dans cette guerre, mais ça a pu détourner les forces russes vers le Koursk quand même, vers son propre territoire. Et depuis août, on n'a pas vu quand même que les grandes villes que tout le monde attendait, même ici sur le plateau, qui vont être prises finalement, Pakrovsk, etc., l'armée russe n'est pas toujours là. Donc ça fait déjà plusieurs mois, presque 4 ou 5 mois. Donc on voit que cette stratégie ukrainienne, ça aussi a ses résultats. Ils ne sont pas game changers, ça ne change pas tout de suite, mais quand même, il y a en effet un petit effet, maximum peut-être c'est ce qu'ils peuvent faire. Après, sur le moral des Ukrainiens, je voulais dire qu'effectivement, ils parlent ouvertement des problèmes. C'est aussi le côté fort, je crois de l'Ukraine. On ne voit pas les mêmes témoignages ouvertement discutés en Russie, parce que c'est assez censuré. Par contre, ils tiennent. Donc ils se plaignent, ils critiquent leur pouvoir. Je me rappelle par exemple de votre reportage de Chassiv Yar en janvier 2024, où les soldats aussi disaient que c'est très dur, on ne va pas tenir, etc. Qu'est-ce qui est aujourd'hui à Chassiv Yar? Toujours, les Ukrainiens tiennent. Donc voilà, c'est aussi, il faut prendre à mon avis cet aspect de la culture ukrainienne où la critique est autorisée, où tu peux plaindre, mais en même temps il y a le moral quand même qui tient. Et le front ne se fondre pas non plus du côté ukrainien. Exactement, ça tient. Et comme l'a dit Magali, l'a rappelé, au plein mois d'août, ils ont été capables, les Ukrainiens, quand même, de prendre Koursk sur le sol russe. Est-ce qu'ils n'ont pas encore les ressources? Pourquoi pas de jouer leur va-tout et de reprendre l'offensive? Il donne un petit peu de détails quand même, Oleksandr Syrski. Il dit on pourrait passer par l'encerclement de l'ennemi, l'attaque sur les flancs, la coupure des voies logistiques qui ont apporté le succès aux forces armées par le passé, la libération de la région de Kharkiv, la libération de Kherson. On l'a déjà fait, ce serait exactement la même logique là. Alors oui, mais le problème c'est que Koursk a fonctionné parce que le secret a été gardé jusqu'au dernier moment. Donc les Russes ont été parfaitement surpris. Là, je pense qu'ils recommencent l'erreur majeure qu'ils font depuis le début de la guerre. Ils communiquent. Il ne faut jamais communiquer parce que les Russes vont s'attendre à quelque chose. Et en plus, ils donnent les clés. C'est la première chose. C'est vrai que la guerre, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc évidemment, Syrski était formé dans les bonnes écoles. Il applique le modèle. Ce qu'il dit est vrai. On ne peut pas gagner une guerre
Ah, ils peuvent pas, sinon ils vont rester en défensive, mais en même temps, ils peuvent pas avancer. En foot, on peut gagner, pardon d'être aussi trivial. En foot, avec un système défensif, on peut gagner. À la guerre, c'est pas possible. Oui, mais ils auraient gagné la guerre si c'était sur la frontière. Mais là, ils ont déjà perdu 20% du territoire ukrainien. Donc en fait, si on en reste là, les Russes ont gagné la guerre. Maintenant, il y a le poids de l'histoire aussi. Moi, en tant que Français, je me rappelle toujours les offensives Nivelle qui étaient pendant la bataille du chemin des Dames en 1917, où en fait, nos généraux ont envoyé les vagues d'assaut, etc. Ça a fini comment? Ça a fini par des mutineries. Donc est-ce que l'opinion publique, est-ce que les soldats ukrainiens peuvent résister encore à tout ça? Enfin, quand je vois le nombre de morts, enfin, encore une fois, c'est les chiffres, c'est Biden qu'ils a donné au mois de juin de cette année en Normandie. Il a dit 350 000 morts et blessés de chaque côté depuis le début de la guerre. Ce qui veut dire, en gros, 40 à 50 000 morts par an. C'est énorme. Enfin, vous voyez, par rapport aux conflits tels qu'on les connaît aujourd'hui en Europe, enfin, ça n'a aucun sens. Donc on voit bien, est-ce que l'opinion publique ukrainienne est capable de résister à ça? Alors j'imagine que dans les états-majors, etc., on fait de la planification, ça paraît concevable. Moi, ça me paraît vraiment incroyable. D'autant que, et je termine juste là-dessus, c'est qu'on rentre dans l'hiver. Donc après un fantassin, c'est juste terrifiant. Enfin, il fait froid de canard, il fait moins 10, moins 20. Alors on va m'expliquer qu'ils se battent l'hiver, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, c'est très compliqué. Les munitions, la rentabilité d'un missile quand il fait très froid, elle n'est pas bonne. Parce que le froid altère les capacités balistiques du système. Donc tout ça, c'est peut-être de la com avant le 20 janvier. Oui, encore, on y revient toujours avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir.